Et ouais, le jour tant attendu est arrivé. Mercredi 12 août 2020, la Côte d'Ivoire et le monde entier célèbrent la commémoration de l'an 1 d'Arafat Didier, le Yoruba, le Daishikan, nul autre part que sur les antennes de la 3 et tout en exclusivité. Alors bonsoir à tous et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique PPLK, votre quotidienne ou votre lucarne d'expression la plus cash et la plus trash du pack, le paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire. Seront avec nous ce soir Hervé Souoni, Annie France, ainsi que la bouche la plus pointue, Eunice Zounon. Bonsoir mesdames. Bonsoir Yves. Bonsoir monsieur. Bonsoir Yves. Tout va bien j'espère. Très bien, merci. Démarrons sans plus attendre, car nos téléspectateurs sont impatients avec les mesures barrières de sensibilisation concernant la Covid-19 qui continue de sévir malheureusement. Et oui, il faut régulièrement se laver les mains avec de l'eau et du savon. Vous n'avez pas d'eau ou de savon, utilisez un gel hydroalcoolique bien frotté et le faire régulièrement, j'ai dit. C'est important. Bien sûr, Hervé, tu l'as dit. Si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, faites-le dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle, Eunice. Maintenant, si vous n'avez pas de papier mouchoir, vous éternuez dans le creux du coude. Et puis, n'oubliez pas de respecter le mètre de distanciation physique, c'est-à-dire 1 mètre. C'est pour te sauver toi et sauver les autres. Très important, on rappelle que certaines restrictions ont été revisitées ou levées. Cependant, la vigilance reste notre affaire. Alors, il faut faire preuve de vigilance pour freiner la propagation de cette pandémie. Et puis, le numéro adéquat pour vous donner de plus amples informations, c'est bien sûr le 119. Au sommaire de ce talk show survitaminé. Première mission, vous donner des nouvelles de vos célébrités. Trouvez les scoops les plus cocasses et les déclarations les plus intimes. Vous êtes à Pipolémique et on démarre avec de l'humour à l'ivoirienne. Ils faisaient tous les deux partie de l'entourage du Yoruba. Ariel Chédé et Champi Kilo seront sur le plateau de Pipolémique pour nous faire des confidences. Allez, on ne cessera jamais de magnifier et de rendre hommage au monument de la musique ivoirienne, en particulier la légende du coupé décalé, célébrée encore une fois à travers ce numéro et à travers votre chaîne, cette chaîne dédiée à la jeunesse ivoirienne et naturellement dans PPLK. Ce numéro vous permettra d'en savoir davantage sur la mémoire d'Arafat DJ. Avant de l'amorcer, cette séquence à l'ivoirienne plante le décor et vous permet de vous installer confortablement. Nous retrouvons pour cette séquence mon très cher Hervé Souoni. Effectivement, Yves, j'ai une petite conversation entre monsieur et madame. Conversation qui est hors du commun quand même. Madame dit, invite-moi au restaurant ou au cinéma un jour. Le monsieur dit, je ne sors pas avec les femmes mariées. Oh. Elle dit, mais je suis ta femme, Gustave. Et je ne fais pas d'exception. Il est méchant, lui. Ils ne sont pas les femmes mariées. On ne sait pas, peut-être, comme on le dit, il y a son zamour. Il y a son fétiche. Ils ne sont pas avec les femmes mariées. Deuxième proposition, c'est un monsieur qui crie son hardball. Il dit, Sarah, arrête de pardonner à ton fiancé. Moi aussi, je t'aime. Hey. Arrête de pardonner à ton fiancé. Ah, c'est un prétendant, quoi. C'est un prétendant. Lui, il attend. Il attend. Ah, c'est déjà arrêté de vous réconcilier avec vous. C'est ça. Ah, ouais. Merci Sarah, Yves. comme on dit dans mon cas, des fausses fiancées, Sarah. Merci Hervé Souoni. À titre de rappel, vous pouvez nous suivre à partir de vos différents smartphones, donc vos téléphones. Vous n'avez qu'à télécharger l'application RTI Mobile. Cette application est disponible sur Play Store et App Store. Et si vous n'avez pas la possibilité de nous suivre en direct à travers les différents canaux, 203 Canal+, Horizon, 740 Star Times, ainsi que le numéro 3 de la TNT. Vous pouvez le faire en vous rattrapant sur les différents replays disponibles sur la page YouTube de la 3. Information d'ordre capital ce soir et de façon exceptionnelle, la grande team démarre à 19h au lieu de 20h30 minutes. Au menu, toute l'actualité et tous les résultats sportifs que vous attendrez. Alors à 20h50, la 3 vous offre la possibilité, la 3 ainsi que le TV d'Orange vous offre la possibilité et en exclusivité d'ailleurs de voir ce documentaire inédit sur les derniers moments de la vie d'Arafat DJ qu'il ne faudra manquer sous aucun prétexte. À 20h50 minutes. Allez, à présent, nous y allons avec l'arrangeur, filleul, ami de DJ Arafat, Champi Kilo et Ariel Chédé font des confidences sur les tubes pondus par le roi du coupé décalé. Le serveur suivant nous en donne un bref aperçu. Champi Kilo!
Champi Kilo, ce nom était tellement entendu dans les chansons de DJ Arafat à ses débuts qu'on ne pouvait y rester indifférent. Arrangeur émérite, c'est lui qui a fait les sons qui ont propulsé le jeune chanteur vers les sommets avant qu'il ne vole de ses propres ailes. Quant à Ariel Chenet, il a une histoire particulière avec DJ Arafat. Une histoire faite d'amitié mais aussi de malentendus. Une relation que seul l'un d'eux peut expliquer. Ariel Chenet est donc à Pi Polémique pour éclairer notre long terme. Vos avis seront très importants, ne l'oubliez surtout pas. Vos numéros de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook de la 3 et vous aurez la possibilité d'intervenir en direct, de donner votre avis et poser vos questions, pourquoi pas. Deux invités ce soir pour parler du roi du coupé décalé à travers un numéro qui sort de son caractère apolémique pour se pencher et s'accentuer sur l'histoire des chansons et des tubes d'Arafat DJ. Et qui de mieux pour en parler que les principaux acteurs de ces tubes qu'il nous offre en exclusivité. Et rien que pour vous, les différentes genèses de ces chansons, aujourd'hui inscrites dans la mémoire collective. Deux invités qui ont partagé la vie familiale et professionnelle de DJ Arafat. L'un est un pur arrangeur aux côtés de plusieurs chanteurs, notamment les faiseurs du coupé décalé. Il est aux commandes de plusieurs tubes et hits de nombreux artistes tels que Mix Premier, Arafat DJ. Une touche et une rythmique bien particulière qui font de lui aujourd'hui un des arrangeurs les plus connus de la musique urbaine ivoirienne. Avec nous ce soir, l'emblématique Champi Kilo. Champi Kilo. L'emblématique Champi Kilo sur les antennes de la 3 en exclusivité. On est très heureux de l'avoir parce qu'il n'a pas l'habitude de faire les plateaux télévisés et tout, mais pour la 3, il a décidé d'être là et rien que pour rendre hommage à son ami, frère et collaborateur Arafat DJ. Champi Kilo, bonsoir et bienvenue à la maison. Ça va bien? Très bien. On est très heureux de vous avoir sur ce plateau de PPLK. L'autre se présente comme un arrangeur, mais également un chanteur, filleul et disciple d'Arafat DJ. Il est l'auteur de plusieurs œuvres à succès, telles que Simpa, Pété Pété, Amina, Ghetto, Sommet, Yelema. Il fait partie des têtes de liste du coupé décalé. Merci de recevoir chez vous, s'il vous plaît. Arrangé par le Chenet. Ariel Chenet, le colonel Lopofouet, est également avec nous dans PPLK. Ariel Chenet, Champi Kilo, les invités de ce numéro de PPLK, un numéro inédit et exclusif qu'on a décidé de dénommer C'est Yoro qui a fait le son. Voilà, ils sont avec nous, ils ont été les principaux acteurs de la plupart des grands tubes de notre Daïchicagne et ça sera aujourd'hui un témoignage vis-à-vis de leur collaboration avec leurs amis, leurs frères, leurs partenaires. On va commencer par le commencement, donc les débuts. Comment se fait les présentations? D'abord avec Champi Kilo, comment tu fais la rencontre de notre Yoruba? D'accord, on va remonter dans le temps. Dans le temps, remontons donc. Remonter dans le temps, on va dire en 2002-2003, 2002. par le biais d'un ami, DJ Carter, voilà, qui était aussi un ami à Arafat. Et dans le temps, j'étais DJ en fait, j'étais DJ jockey. Donc c'était quoi? Il y avait une sorte de, comment je vais appeler ça, coutume entre les DJ d'Abidjan. Donc ceux de Yopougon venaient souvent à Makori, ceux de Makori souvent allaient à Yopougon. Et nous, on était à Trècheville. C'est comme ça une fois, des fois, on va dire, Arafat venait à Trècheville, là où on exerçait plus ou moins. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Par la suite, on échangeait par rapport à tout ce qui concerne le milieu du DJ-jockey, le travail, pardon, du DJ-jockey. Et voilà, c'est là, de là tout est parti. Donc en gros, les relations qu'on avait, c'était poteau, mais par rapport au métier de DJ-jockey en fait. Et par la suite, il est parti en Europe. Et il a appris là-bas que ton ami Champi est devenu arrangeur. Donc une fois, il m'appelle, il me dit « Ouais, qu'est-ce qu'on m'a dit que tu es devenu arrangeur? Dans quel coup? Qu'est-ce qui s'est passé et tout ?» Je dis « Non, j'ai kiffé le métier. » Là, je barre un peu comme on dit. Je commence à barrer, je commence à me former et tout. Je dis « C'est bien, j'écoute des sons. C'est bien, mais continue de travailler. Je sens que tu vas faire des trucs. » Alors là, situons la période. On se situe après Jonathan. Ouais, après Jonathan. Après Jonathan, il a le succès de Jonathan et il part en France. Il part en France, ouais. Ok, d'accord. Voilà. Donc, il me dit, continue de bosser. Je sens qu'il y a des trucs qui arrivent et bientôt, moi-même, j'arrive. On va faire pas mal de choses ensemble. Et c'est comme ça qu'il arrive à Abidjan. Il passe au studio, il me dit, fais écouter les sons que tu as fait déjà depuis tout ce temps-là et tout. Je fais écouter. Ah, c'est bien. Bon, on va tester un truc ensemble.
c'est comme ça part. Et ainsi naît donc votre collaboration avec Arafat DJ. Ariel, en ce qui te concerne, l'histoire avec Arafat, maintes fois tu l'as répété sur différents plateaux, on la connaît, et si on ne va pas revenir là-dessus, on sait que tu étais au Bénin, vous vous êtes rencontrés là-bas, après tu es revenu en Côte d'Ivoire et tout. Alors, mais finalement, à quel moment vous décidez de collaborer musicalement avec Arafat? Musicalement, c'est quand je suis revenu de Lomé, on va dire. Voilà, j'ai fait 2 ans là-bas. C'est là-bas qu'il m'a dit de revenir, qu'il avait besoin de moi pour travailler. Parce que là-bas, je lui avais fait écouter des beats que j'avais déjà fait. J'ai commencé à arranger à Lomé en réalité. Ouais. Donc voilà, et donc il a dit de revenir, qu'on aura des choses à faire et tout. C'est comme ça que quand je suis revenu. J'ai fait 1 an, on va dire, pratiquement. J'ai fait 10 mois sans pouvoir le voir. Quoi. Il était tout le temps parti, occupé. Mais pendant ces 10 mois-là, j'ai travaillé avec plusieurs artistes que j'ai connus ici. Après ces 10 mois, on s'est rencontrés. Je me rappelle, c'était un lundi. Je venais de faire un son chez Kedjevara que je partais écouter à Yopougon, voilà. Okay. Dans un maquis là-bas. Et bizarrement, il était là. Moi, je suis allé, j'ai écouté le son et j'ai joué une carte, c'est-à-dire que quand il est arrivé, j'ai demandé à ce qu'on remette le son en fait. Okay. Sans toutefois m'approcher encore une énième fois. Ouais. Donc quand il a écouté le son... C'était pour lui. C'était pour le titiller un peu. Mais quand il a écouté le son, il a dit hey, je reconnais. Ils étaient en train de parler entre eux. Puis il a demandé à ce qu'on m'appelle. Quand il m'a appelé, il m'a dit ah, mais tu es là depuis quand? Je dis ça fait 1 an, je suis là, tout ça. Je te cherche partout. Il dit ah oui, c'est vrai. Bon, viens à la maison le lundi, on va faire un truc. Okay. Quand je suis arrivé là, c'était le lundi et c'était le jour du bac. Okay. C'est-à-dire le jour où les élèves passaient le bac en fait. Ouais. Et c'était le jour de mon test aussi, on va dire, parce qu'il m'a dit... C'était ton bac à toi? C'était mon bac à moi, voilà. C'était mon bac à moi, il m'a dit, voilà, là, il y a le studio, vas-y. Ça, c'était sensiblement en quelle année? C'était, vraiment, je ne suis pas trop année, mais je vais dire 2015, 2014, 2015. Ok. Au tout début, ça. Okay. Voilà. Là c'est parti, on a fait même moi en Garan. Il était avec Jojo Gabana au studio, tout ça. Et il m'a dit, fais-moi un truc, moi je vais à côté. Et quand j'ai fait le beat, chacun est descendu écouter, ils ont kiffé, ils ont posé, et puis bon, voilà. Ouais. Ça a donné... Ainsi naît donc l'histoire en ce qui concerne Ariel Chéné. Exactement, donc c'est une sorte d'audition que tu passes devant Arafat, on va dire ça comme ça. Et quelle est la chanson sur laquelle tu as travaillé véritablement avec Arafat, véritablement, la première chanson? La première chanson, c'était ça, c'était Mets-moi en garant. C'était Mets-moi en garant, là. C'était Mets-moi en garant, c'était un son coupé décalé. C'était ça le premier titre. Comment il a accueilli le titre? Bien, à la base, c'était même pas un titre qu'on devait faire, que je devais faire pour lui, ni pour la Yorogan, c'était un titre pour Jojo Gabana. Donc j'avais commencé le beat. Et comme Jojo, il n'arrivait pas, bon, l'inspiration avec Arafat, c'est de là à là, hein, comme on dit. Ouais. Donc c'est venu vite fait, il a dit Jojo, si tu t'amuses, on va mettre ton beat en garant. Hein, ouais, c'est comme ça, c'est parti. Salvador, il a pris là-bas, il a commencé à taper les mains, mets-moi en garant. Ah, d'où le titre, mets-moi en garant. Exactement. Ah, d'accord. C'est ce que je dis. C'est du tac au tac, en fait. D'accord. Là, okay. Voilà. Donc on a trouvé ça comme ça et c'est de là, c'est parti. Donc, Mets-moi en garant, c'est le début d'une longue histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te rappelles des différentes chansons à succès que tu as fait pour Arafat? Oui, il y a eu Mets-moi en garant, il y a eu Maploli, il y a eu Je gagne temps, et Je veux réaliser, il y a eu C'est moi. Bon, il y en a eu quand même. Champi, et toi, les gros succès, les gros tubes que tu as, est-ce que tu arrives à t'en rappeler? C'est la bibliothèque. Non, mais ou du moins les plus célèbres alors. Je pense qu'il y a Jessie Midjeka. Ouais, ça, forcément. Jessie Midjeka, d'ailleurs, Jessie Midjeka. L'histoire de cette chanson, pour nos téléspectateurs qui ne savent pas de quoi on parle, je me demande s'il y en a qui n'ont jamais écouté ou entendu Jessie Midjeka. Un extrait de cette chanson avant d'en parler, on se retrouve dans quelques instants. Jessie Midjeka, arrangé par Champi Kilo. C'est quoi l'histoire ou la trame ou le pitch de cette chanson? Ok.
on va dire, Arafat venait de faire un accident de moto. Et à la sortie de l'hôpital, c'était un dimanche, je crois. Il m'appelle, j'étais à la maison vu que je ne bosse pas les dimanches. Il dit, ouais, c'est comment Tchouchou, parce que c'est comme ça qu'il m'appelait, Tchouchou. Je dis, c'est comment Tchouchou? Je dis, je suis à la maison, il dit, ah, il faut qu'on framponne un son. Parce que là, j'ai une inspiration qui déborde. Ah ouais. Ouais. Je dis, ah bon, il dit, ouais, il y a une inspiration qui déborde, il faut qu'on bosse là maintenant. Je dis, c'est chaud. Parce que là, ce dimanche, je ne bosse pas. Et puis en plus, à la maison, il y avait quelqu'un qui était malade. Je dis, j'ai quelqu'un de malade à la maison, je ne peux pas vraiment me libérer, c'est chaud. Il dit, non, fais un effort, il faut qu'on fasse ce son là aujourd'hui. Sinon, je ne vais pas dormir. Je dis, bon, ok, laisse-moi te rappeler. Donc je manage, on me donne l'accord. Je dis, ok, c'est bon, on peut travailler. Donc il vient me récupérer, on va au studio. Il me dit, bon, voilà comment je veux le son. Donne-moi des sonorités plus ou moins qui font pitié, mais en même temps qui ambiancent. Qui font pitié et qui ambiancent. Ouais. Ah, ça c'est... Franchement, il faut être un magicien comme Champi pour comprendre ce qu'il veut dire. Mais qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment, quand il te dit ça? Bah, tout de suite, je commence à voyager dans l'esprit, en fait. Je me dis, bah, comment des trucs qui font pitié et qui ambiancent. Donc, tout de suite, je me mets dans un autre corps, je commence à imaginer plein de choses. Et je me mets sur le clavier, je commence à chercher des notes, chercher des notes. Une fois que je trouve le truc, il me dit, voilà! Il a crié comme si Drogba avait marqué un but. Il a dit, voilà, c'est ça, ne touche plus à rien. Ouvre le micro, je rentre tout de suite. Quand il est entré et puis il a dit Jesse Donc, Njeka. Non, c'est pas parti comme ça. Quand il a commencé à poser, tout de suite on m'a appelé, on dit ah, Champi, ça va pas à la maison, reviens tout de suite. Je dis ah, c'est chaud. Il dit bon, allons-y ensemble. Donc on va à la maison, on gère tout ce qu'il y a à gérer, on va à la pharmacie. Ah, il t'a accompagné faire la Oui, course? il m'a accompagné, ouais. Et on revient au studio. Et là, on ouvre. Le studio dit non, c'est pas moi, allez-y voir ailleurs. Ah ouais. La porte ne s'ouvre pas. Bah oui, la porte ne s'ouvre pas. On est resté là près d'une heure à tenter d'ouvrir, mais zéro. Et on était tous découragés. On a dit, bon, c'est pas bien grave, allons-y, demain on va revenir. Donc on monte dans la voiture. Il y a un truc qui me dit, non, redescends, on va essayer encore. J'ai dit, non, attends un peu. Donc je reviens, je force 1, 2, 3 fois, pac, la porte s'ouvre. Encore Drogba marqué. Wow. Et là, tout de suite, on rentre, on fait ce qu'il y a à faire. Et comme je dis, monsieur One Way, quand l'inspiration déborde, il ne réfléchit pas 2 fois. Face au micro, voilà. On a d'autres questions sur Jesse Njeka, mais on me fait dire à la régie que nos téléspectateurs sont impatients également d'interagir avec nous, vous poser des questions. C'est le cas de Désiré Becquet qu'on a en ligne, qu'on va recevoir sur ce plateau. Bonsoir Dez et bienvenue chez toi. Bonjour Yves, bonjour Pipolonique. Alors, pour Ariel, quelle est l'ambiance qui prévalait au studio lors de l'enregistrement du titre Tempiré avec Denko? Et pour Champi Kilo, j'aimerais savoir si le titre Jesse Njeka avait été enregistré d'un trait. Alors, elle a posé 2 questions. La première, Ariel Tempiré, qui a été enregistré avec Denko, donc Petit Denis. Arafat a featuring Petit Denis, ça c'était un duo assez explosif également. Et quelle est l'ambiance qui prévalait lors de cette collaboration? Déjà, moi, ce jour-là, j'avais le track. Ouais, Petit Denis Arafat dans le même studio, il est dirigé. J'étais là, je les regardais, j'étais vraiment stupéfait, quoi. C'est-à-dire Petit Denis qui donnait des mélodies. Mais moi, ça rentre, ça passe, parce que je suis là, je le regarde, et puis l'ambiance est... Tu es admiratif. Voilà, je suis admiratif à 100%, quoi. Et ça m'a fait vraiment plaisir ce jour-là. Ils ont posé, comme Champi l'a dit, c'est pas sa première fois. Ils posent naturellement comme ça. C'est d'un coup, c'est d'un trait, c'est rapide. Ils ont posé d'un trait. La façon dont on a entendu la voix d'Arafat dans le morceau, à la base, il m'arrangeait en fait, moi, au lieu que ce soit moi qui l'arrange. C'est-à-dire, quand il chante, c'est en fonction de sa manière de chanter que j'arrange le morceau. D'accord. Pour ça, quand vous entendez les mêmes gens, je mets même des voix en bas pour accompagner certaines parties. En fait, je coupe jamais ces voix comme le font d'autres arrangeurs. Moi, je garde textuellement. Et ce qui m'a fasciné aussi chez Petit Denis, ce jour-là, il a fait pareil comme Arafat.
Ouais, j'étais... C'est une qualité pour un artiste de Ouais, pouvoir... c'est pas donné à tout le monde, franchement. C'est pas comme nous là. Nous, on court derrière nous pour attraper la note. C'est pas donné à tout le monde. Champi, c'était- ouais. Même moi, j'écris, je Justement. chante une fois, deux fois, un peu, je colle, puis bon, ça fait le truc. Mais Arafat, c'était autre chose. Ouais, c'était autre chose. Champi, c'était pareil pour toi avec Ouais. Jesse Mieka? Si, c'était pareil. Comme je dis, il dit l'inspiration déborde. Ça déborde. Il y a aussi toujours dans Jesse Mieka, cette fameuse intro. Regarde, Champi, ils ont peur, ça tremble. Ça vient d'où, ça? Non, il a toujours aimé ça. Créer un scénario, une stratégie, quelque chose. En fait, envoyer des trucs que les gens ne font pas habituellement. C'était ça, Arafat, toujours amener un truc de différent, amener un truc qui n'est pas commun, en fait, on va dire. C'était ça, Arafat. Mais on pourrait dire qu'il savait aussi, parce qu'avant de partir au studio, d'abord il y a quelqu'un qui est malade, aussi la porte qui se ferme, il se dit, les gens sont en train de tramer des trucs là, ça tremble. Non, il était peut-être. toujours sûr aussi de ce qu'il faisait. Comme si on lui parlait, en fait. Et c'est son assurance là qui t'a fait sortir cette mélodie, le petit truc qu'on entend avant qu'il crie Champi Kilo là, cette petite mélodie. Voilà, exactement. C'est son, En fait, c'est son assurance qui a fait ça? Quand on est musicien ou bien artiste, on se laisse plus ou moins guider par nos émotions. Donc c'est un peu ça. Je veux dire que c'est juste, je me suis laissé guider par ce que je ressentais. C'est tout. Champi Kilo a fait d'autres titres, hein, notamment Yoruba 5500 votes, Vladimir 2, on y reviendra. D'accord. Ariel Chenet également avec Je gagne tant, qui avait une saveur particulière puisque c'était du reggae. On a été tous bluffés, Ah oui. on était admiratifs de savoir que Arafat DJ pouvait faire Du reggae. du reggae et de cette façon. C'est quoi l'histoire de Je gagne tant? Je gagne tant, il avait envie de changer. On avait fait beaucoup de sons coupés décalés. Et il avait vraiment envie de changer, de faire autre chose. Le reggae, je crois qu'il avait déjà fait un reggae, mais cette fois, il m'a dit, fais un reggae comme Alpha Blondy. Ah ouais. Est-ce que toi, tu avais déjà fait du reggae? C'était la première fois pour toi aussi? Pour un artiste coupé décalé, c'était ma première. Je me demandais, mais comment ça allait se faire? C'est ça. Parce qu'à la base, je suis musicien. Je connais la musique, je sais comment agencer les choses. Et je me suis dit, faire une musique comme ça là, pour Arafat, d'accord, on va voir. Je me suis mis dans la peau d'un arrangeur de reggae qui est en train d'arranger un son de Alpha Blondy. Donc j'ai fait vraiment du reggae, quoi. Dans la peau, c'est dans la peau de... Vous étiez dans quel état? Ah non. En tout cas, je suis rigolé. on était dans les bons états. En tout cas. Voilà. Et on l'a fait, particulièrement pour l'écriture, on l'a fait ensemble. Il y avait moi, il y avait lui, il y avait un petit à la maison, son petit à lui qui s'appelait Marco dans le temps. Voilà, à qui je fais un petit coucou même d'ailleurs, il est à la maison. C'est lui qui l'aidait souvent à écrire des textes et tout ça, quand c'était vraiment des musiques qui demandaient à écrire en fait. Okay. Voilà, et moi je me concentrais sur la musique pour que vraiment on se dise « Ah, ça c'est pas du Arafat, mais ça c'est... » Tu vois, c'est pourquoi ça a un peu changé un peu quand le son il est sorti. Mais le titre en lui-même, Je gagne tant, il est assez prémonitoire, j'ai envie de dire. Est-ce que dans ce titre, il y avait un message? Est-ce qu'il voulait dire quelque chose? Est-ce que c'était une façon pour lui de... À la base, on écrivait les chansons après les avoir composées. Donc il faut dire qu'on n'avait même pas d'idée, on n'avait même pas de ce qu'on voulait raconter aux gens. Déjà, quand un beat nous plaît, c'est maintenant qu'on va se concentrer pour voir ce qu'on peut raconter sur le beat. On dit qu'on n'avait pas forcément de message à passer, c'était de l'inspiration. C'était typiquement de l'inspiration, de la musique jusqu'au texte, jusqu'au message. Quand on entend « Je gagne tant », on a l'impression que c'était un titre prémonitoire. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Ariel? Ouais, ça me fait ça aussi. À chaque fois que j'écoute, depuis un an aujourd'hui, j'écoute plus les sons d'Arafat pareillement comme avant. C'est quoi le sentiment du moment, quand tu les écoutes, Il n'y a pas seulement Je gagne tant, je me dis, tous ces morceaux aujourd'hui, quand tu les écoutes, tu te dis, mais il disait quelque chose en fait. Il disait ci, il disait ça, il prévenait de quelque chose. Il exprimait peut-être mal, peut-être bien, mais il exprimait quand même quelque chose.
C'est ce que je me dis aujourd'hui quand je... Au moins, quand il disait je donnais mon cœur à une go et elle m'a poignardé dans le dos dans Je gagne temps, ça au moins, Oui, il faisait un goumen. exactement. C'était dans une période, oui, il y avait un goumen là. Je ne vais pas dire le nom du goumen. Il y avait un vrai goumen là. Tu as vécu le goumen avec Oui, lui. j'ai vécu le goumen. Et Et je sais, je peux vous dire que mon vieux, quand il était en goumen, voilà. c'est pas... Attends, on a une papato sur le plateau. On a une papato sur le plateau, là, peut-être... Moi, j'ai pensé à ça aussi quand j'écoutais la chanson, le petit côté. Qui a fait ça, l'homme-là? Parce que c'est compliqué pour lui d'exprimer les sentiments, là. Donc, il doit passer par quelque chose, là. Ouais, donc c'est ça. Quand il a l'occasion sur les musiques, il passe vite fait le message et puis rapidement, quoi. Allez, on va permettre également à nos téléspectateurs de se souvenir encore une fois d'Arafat DJ à travers cette soirée qui lui est dédiée d'ailleurs depuis toute la semaine dernière. La 3 est aux couleurs de cette commémoration. Aujourd'hui, mercredi 12 août, nous continuons de célébrer l'artiste Arafat DJ. Je gagne temps sur la 3. Frappé Naboula, extrait de l'album Your Gang, paru en 2013. Déjà, ça veut dire quoi, Frappé Naboula? Arafat, il était dans son monde, hein, avec des expressions, c'est incroyable. Ouais, comme je disais tout à l'heure, souvent, il avait des réactions comme si quelqu'un lui parlait souvent, on lui soufflait des choses à l'oreille. Donc il avait une certaine assurance dans tout ce qu'il faisait, même quand ça paraissait, comme il dit, du tic au tac. Mais lui, il donnait l'impression de... Si c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on va faire, on reste dessus. Même quand tu lui dis non, mais c'est bizarre, il dit... Laisse mon truc comme ça. Voilà. Donc, Frappé Naboula, je ne sais pas d'où il a sorti. Et c'était quoi la particularité de cet enregistrement? Par cette chanson, à un moment, il arrivait que moi aussi, j'ai commencé à être sollicité un peu de partout. J'ai commencé à voyager aussi. Ouais, il a aidé avec les Charles Guillot. Donc tu pouvais partir. Voilà. Donc, on ne se voyait pas souvent. Et les gens commençaient à raconter qu'il y avait des bobos entre nous. Même dans l'intro de la chanson, à un moment, il dit « Ne racontez pas ce que vous ne savez voilà, pas. c'est ça. Champi Kilo. Voilà, c'est la famille. C'est la famille. Donc c'était en fait pour dire aux gens que arrêtez de raconter n'importe quoi. Moi et Champi, c'est comme mari et femme. C'est pour toujours, quoi, en fait. Voilà. Et pourquoi à un moment vous avez arrêté de travailler ensemble alors? Voilà, c'est cette raison-là, en fait. J'étais plus Abidjan, on va dire. J'étais plus Abidjan, tout le temps parti. Et lui, c'est quoi? Quand il commence à travailler avec quelqu'un, tu as ma propriété privée. Ça ressort toujours. Hein. Voilà. Hein? Ariel, tu confirmes? Obligé. Quand il n'a plus la main sur toi, ça devient, voilà. C'est pas l'âme, comme on dit. Voilà, on va dire ça. C'est ce qui s'est passé avec Ariel, non? Oh oui, on va dire. Hein, on va dire. Moi, je l'ai compris après. Après, il faut dire que on n'a pas tellement envie que les gens qu'on aime nous quittent. Voilà. C'est ce qu'on peut retenir. Sinon, quand tu es avec lui, c'est que c'est ça, quoi. Est-ce que son humanité n'était pas tellement entière qu'il avait du mal à se défaire de personnes qu'il aimait? Du coup, quand il n'arrive plus à être avec toi, c'est plus le même, il se sent plus l'âme d'être la personne qu'il était avec toi. Oui, la vie, c'est la guerre. C'est comme ça qu'il disait à chaque fois. La vie, c'est la guerre. Ouais. La vie, c'est la guerre. Pour lui, il est en compétition dans tous les domaines d'activité, en fait, dans tous les sens du terme. Donc, quand il a des armes, c'est-à-dire que quand tu vas en guerre, que tu as une arme, tu n'as pas envie que ton adversaire il laisse cette arme-là. Ouais. Du coup, tu protèges ton arme à tout prix. Ouais. C'est un peu ça. Ouais, c'était une sacrée philosophie, hein, une idéologie aujourd'hui qui mérite d'être enseignée dans les écoles. Bien sûr. Une idéologie de vie, oui, parce que la vie, c'est une guerre. Comme on dit, la vie, c'est un combat. C'est un combat. Arafat, à lui seul, je pense que c'est toute une histoire, c'est toute une philosophie, comme tu l'as si bien dit, Yves, et il doit être enseigné. Hein. Il faut que son histoire soit enseignée, mais bien sûr dans les lycées, parce qu'il faut qu'on raconte son histoire. Il est pétri de talent, et puis il avait une certaine abnégation qui ne lui quittait pas du tout, et il vous a montré, il vous l'a prouvé à plusieurs reprises. Quand il prend une décision, il est à fond, il veut y aller jusqu'à la fin. Donc je pense que quelque part, autour de cette table, on va tous s'en servir. Justement, et parlons d'armes et de combat, c'est justement ce qui a illustré cette vidéo. C'est pour les poteaux, avec les armes et tout qui brandissaient, avec le genre musical qui était tout autre, c'était de la trappe. Comment
vous arrivez à une telle orientation, c'est dingue en fait. Hein, Oui, c'est vraiment pas pour me lancer des fleurs, mais quand je suis arrivé, il était vraiment à l'aise. Il pouvait faire tout ce qu'il avait envie de faire, musicalement parlant. Donc un jour, il m'a dit, les gars là, ils disent qu'on peut pas faire rap. Tu en dis quoi? Les gars là, c'était qui? Les gars. Je vous ai dit, pour lui, la vie, c'est la guerre. Il était en combat, son combat, c'était musical. Il se battait pour la musique ivoirienne, mais en même temps aussi, il était en combat avec avec tout le monde. Avec le monde entier. Donc du coup, il faut être toujours au top. Quand on dit qu'il ne peut pas faire, il va être au studio en train de gratter. C'est comme ça. Avec lui, il n'y avait pas d'heure. Quand ça pète, comme on dit, allô, t'es où? Quelque chose que je suis en train de faire, il faut que je vienne. Donc c'était un peu ma formation. Ouais. Donc il m'a dit, t'es où? On dit qu'on ne peut pas faire rap, il faut venir. Comme ça. Je viens, je fais le beat. Et j'ai vraiment galéré pour le beat parce que j'étais en fond de mon coupé décalé. Il fallait vraiment aussi apprendre, faire des beats comme Champi parce que c'est les vieux becs qui nous ont aussi vendu du rêve, tu vois. Donc il me dit, fais du rap. J'ai fait toute une nuit. Le lendemain, il est venu l'écouter. Ce que j'ai passé toute une nuit pour composer, il a chanté en une seule seconde. Il a fini de chanter, il dit, je sors, je vais faire une course là. Il s'est habillé, je crois qu'il partait chez une personnalité. Il était bien habillé comme ça. Et il est parti. Il est revenu, j'ai chanté, j'ai arrangé, il a écouté, il dit, waouh, c'est bon. J'étais très fatigué, pourtant lui, c'est même pas fatigué, tu vois. C'était un peu ça l'histoire de cette chanson-là. Ouais. Il n'a donc pas écrit de texte? Même pas. Même si tu la trappe? Il n'a pas écrit de texte. C'était du tic au tac, c'est-à-dire il dit 2-3 phrases, il réfléchit, parce que le rap après il faut rimer un peu. Il essayait de rimer, après il s'est dit rimer ou pas, au moins je dis quelque chose. Donc, il a commencé à... Ah ouais? Ouais, il a fait d'un trait. Ce qu'il a fait là, il a fait d'un trait. Est-ce qu'il y avait un message derrière c'est pour les poteaux? Pour les poteaux, il n'y avait pas forcément de message. Hein. On voulait juste montrer qu'on fait du rap. Nous, on a raconté ce qu'on voulait raconter. Je suppose que le titre est venu après... Exactement. Champi Kilo et l'histoire de Vladimir II ainsi que Yorobon 5500 volts. Ah, le voltage, il était assez corsé hein, à cette époque-là. C'était lourd. C'était lourd. Flamboyant. Oui. Déjà, les volts, ça venait d'où en fait? C'était toi qui lui imposais ça? C'était lui-même? C'est lui. C'est son concept en fait. À chaque fois, il a un concept. C'est parce qu'il est content de la musique, il se dit, je suis 8500 volts, 5500? De la musique et de ses atalakou. D'accord. Donc c'est tout ça là qui, à chaque fois, grimpait ou bien... Enfin, c'est l'électricité, l'ampère qu'il y a dans sa musique, dans sa voix. Qui grimpe au fur et à mesure que le temps passe, les vibrations. Ah, d'accord. C'est comme si à chaque fois, il recevait de nouveaux pouvoirs en fait. Ok. Voilà, donc nouveaux pouvoirs, nouveaux pseudonymes. C'était ça aussi, Arafat, hein. Un peu de grossièreté, un peu de côté sombre. Ça faisait aussi sa personnalité, l'artiste aussi qu'il était. C'est pour tout ça aussi que les gens l'aimaient. Je dis que c'est ce qui l'a démarqué en plus. Parce qu'au départ, tout le monde faisait couper décalé, mais quand lui il est venu, il n'a pas respecté les règles. Il a fait comme il voulait. Voilà, et tout de suite les gens ont dit, mais c'est quoi ça? On n'a jamais entendu ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais ils sont rentrés dedans. Ce sont ces codes-là qui ont été brisés également dans Maploli. Ouais, on allait un peu. Un peu. Ça allait beaucoup fort. Il y a une histoire derrière cette chanson, ce concept, Maploli. Ah, c'était du Arafat à tout craché. Oui, il avait regardé une vidéo des Marocains là, qui dansaient. Ils avaient une danse vraiment bizarre. Mais il y avait un petit son qu'il aimait dedans. Donc il a regardé la vidéo, leur façon de danser, là, comme ça, le fait rigoler. Et un jour, il est venu, il a ramené la vidéo au studio, il m'a fait regarder, il a dit, veux un truc comme ça. Je dis, oh, ça là. Comment on va faire? Maroc, c'est compliqué. Je lui avais dit un temps, on va pas accélérer un peu le tempo du coupé décalé parce qu'on ne sait jamais. Il dit, je ne sais pas, hein, parce que après, là, on va commencer, après, ils vont parler. Vraiment, il s'intéressait beaucoup à ce que les gens pouvaient dire. Donc, il a dit, il ne veut pas. Moi, j'ai dit que je vais me lancer, j'ai fait péter. Et ça a donné ce que ça a donné. Et quelle a été sa réaction quand tu as fait péter? Quand j'ai fait péter, il était fier. Il était étonné, il était fier. Il a ramené le truc du Maroc, là. Il m'a dit d'accélérer et de créer un truc.
Oh, c'était autre chose. Et cette fois, tu as passé combien de jours dessus? Ouais, j'ai passé, non, une journée. Une journée? Ouais, quand même. J'ai tout laissé, je me suis concentré dessus et je l'ai fait. Mais c'était la seule fois où lui aussi, il a eu un peu de problème à chanter. Ah ouais? Ouais, il avait fait ça un peut appel à arriver. au départ. Ma ploli, c'était pas comme ça. Il y avait un premier truc qui se faisait ma ploli. Ça faisait ma ploli. Il a fait ça, on a écouté. On écoutait, on se regarde. On se regarde. Il est sorti. Après, il est revenu, il dit efface tout. Puis on a rechanté. C'était dans cette ambiance-là qu'on a fait le truc. Quand c'est sorti, j'ai vraiment pas su que ça allait faire ce tabac-là. Franchement, parce que c'était comme ça qu'on l'avait fait. À la base, c'était un essai. Et si ça prenait, on allait vraiment continuer à faire des... Quand ça a pris, il a commencé, lui-même, il a fait Agbagna après. Voilà, il a commencé à accélérer les Quels sont les souvenirs qui vous restent d'Arafat en studio? C'était tout le temps la joie. Hein. Déjà, moi, je l'ai nommé Monsieur Happy. Monsieur Happy. Voilà, Monsieur content. Content. Heureux. Parce qu'on ne peut pas enregistrer étant triste ou... Donc, à chaque fois, il mettait une certaine ambiance pour que tout le monde soit détendu. Et c'est comme ça, c'était tout le temps, tout le temps. On va rigoler d'abord avant de travailler. On va bien rigoler. Et quand tout le monde est bien dans son élément, bam. Et c'est comme ça, on faisait aussi de petites pauses. On travaille un peu, on rigole un peu. On travaille un peu, on rigole un peu. C'était comme ça. Tu as dit tout à l'heure que c'est plus ou moins lui qui arrangeait, parce qu'il imposait ce qu'il voulait. Est-ce qu'à toi et à Ariel, est-ce qu'il vous est arrivé de penser, cette chanson-là, c'est vrai, il veut ça comme ça, mais je ne pense pas que ça va marcher? Tout le temps. Tout le temps. Ah ouais? Tout le temps, lui, surtout moi, Mais personnellement. il y a une chanson, pardon. Vas-y, continue. Non mais désolé, moi personnellement, c'est au mixage des morceaux. Je lui dis, mais vieux, quand on entend là, ça passe, c'est compliqué. Les normes même disent, les blancs, quand il entend les blancs, il dit arrête ça. Je te dis, c'est l'oreille, petit. Finalement, moi j'ai envie de savoir, quel est le titre que vous avez arrangé pour Arafat qui vous a marqué? Chacun. Le titre dont vous êtes le plus fier. Quand vous écoutez, vous dites, ouais, on a travaillé. Moi, ça, je gagne temps. Tu gagnes temps. Ouais, Gagne moi, ça, temps. je gagne temps. Ouais, parce que c'était du reggae, c'était la première fois que C'était la première. on faisait. Moi, ça, je Papa, gagne on a tellement aligné de sons. Mais cette chanson-là qui me revient, c'était Rentre en plan. Oh non. Ça, c'est le son d'Hervé, ça. T'as dit même pas Jessie Mileka, Rentre en plan, c'était... Pourquoi? Je dis c'était magique. Parce que ce jour, on a fait question-réponse. Chante et moi, je réponds derrière avec le clavier. Si. Mais c'est pas le contenu de la chanson qui me plaît. Non, c'est comment ça s'est fait. Parce qu'après, il ne faut pas que les gens interprètent autrement. Refermons cette page avec les titres et les tubes d'Arafat DJ arrangés par nos deux invités, des tubes sur lesquels vous continuez de danser, sur lesquels vous allez continuer de danser et qui nous permettent de rendre aujourd'hui, en ce jour spécial, mercredi 12 août, première commémoration de l'an 1 du décès d'Arafat DJ, de lui rendre hommage ici sur les antennes de la 3. On va applaudir encore nos invités pour tout le travail qu'ils ont fait et qui restera dans le panthéon de la musique ivoirienne. Intéressons-nous à présent à un pan un peu tragique de l'histoire d'Arafat DJ, donc de son décès. Ça fait 1 an jour pour jour aujourd'hui que votre ami, collaborateur, partenaire s'en est allé. Comment vous apprenez la nouvelle? J'étais pas là. J'étais pas à Abidjan, j'étais à Djokwe. J'étais en train de donner un concert. Il faut dire que 2 jours avant son départ, on s'est vu. Et c'était quoi Il n'y a malheureusement pas eu de mots. Il n'y a pas eu de mots. Il était en train d'essayer de garer sa moto. J'étais devant le bar où on devait rentrer. Il était venu. Il m'a même adressé la parole pour me dire de bouger, de faire bouger. Je sentais qu'il y avait un peu de tension. Donc, je l'ai regardé. J'ai vraiment pas pu sortir un seul mot. Mais j'avais vu un autre regard en fait dans ses yeux. Lequel? Un gars vraiment très pressant que j'avais jamais vu avant. J'ai pas vu en fait la personne que je voyais d'habitude. Avec toute la carrure, tout ce qu'il y a comme... J'ai pas vu le mot Arafat quoi si vous voulez. C'est un peu ce qui m'a rendu un peu silencieux.
ça m'a vraiment brisé. Je l'ai regardé près d'1 minute. Je me suis retourné. J'ai pas voulu parce que je ne savais pas où ça pouvait aller. Donc je me suis éclipsé vite fait. Le jour qui a suivi, je me suis rendu à Dioké pour mon concert. Et dès que j'ai fini le concert, je venais à peine de... C'est-à-dire que je finis de chanter, je dis au revoir aux gens, quoi. Et mes gars autour, ils ne pouvaient pas en fait garder ce qu'ils avaient vu, sur les réseaux comme tout le monde. Ils m'ont jeté ça au visage là. J'étais même pas descendu de podium. Ouais, ça, c'était un gros coup. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit concrètement? Ils m'ont dit, Arafat, t'as fait un accident, il est tombé, il est mort. Ah. Comme ça? Oui, comme ça. C'était trop fort. Pour moi, j'étais dans un... C'était un énième buzz. Donc je me suis dit, arrêtez vos trucs là. Donc je descends, je vais à l'hôtel, tout ça. Et j'appelle qui il faut appeler, personne ne répond. J'ai commencé à avoir Pourtant, il peur. n'avait pas été annoncé mort la même nuit. Oui. Mais ils t'ont dit ça comme ça? Oui, parce qu'il y avait comme je l'ai dit, personne ne répondait. Les réseaux avaient raconté plein de choses. Il y en a qui disaient, il y en a qui démentaient. Il n'y avait pas de certitude, tout était flou. Exactement. Et la personne qui me l'a dit comme ça. Donc, moi, je ne croyais pas, donc j'ai attendu jusqu'au lendemain. C'est sur la route en rentrant, parce que j'attendais le lendemain pour prendre la route, parce que personne ne prenait au téléphone. Donc, c'est sur la route que j'ai eu un très proche de l'équipe d'Arafat qui m'a annoncé le décès. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu t'es dit à cet instant précis quand il a confirmé son décès? Franchement, tout est... Je ne sais pas comment exprimer en fait tout s'est arrêté. C'est-à-dire que je me suis même dit que c'est fini, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de... C'est mort quoi, c'est-à-dire il n'y a plus Ariel Chené en fait. Je me suis vraiment dit ça pendant au moins 2 à 3 jours. Je suis arrivé à Abidjan, je me suis isolé et d'un œil extérieur, je regardais un peu les événements. Voilà. Franchement, j'ai jamais pu exprimer, sinon dire aux gens ce que j'ai ressenti les 2 jours qui ont suivi. Alors c'est le moment peut-être pour les téléspectateurs qui ont la possibilité ou oui, le l'honneur de problème t'avoir est que j'arrive pas à expliquer en fait. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment senti que tout s'est arrêté. Quand je dis tout, c'est tout. C'est pas seulement, ouais, il n'y a plus Arafat, il n'y a plus de buzz, il n'y a plus si, mais tout pour moi personnellement. Est-ce que tu as pensé à l'écrire? Est-ce que tu as pensé à mettre tout ça dans une chanson? Ouais, bien vu. J'ai pensé à l'écrire. J'avais opté pour une chanson, mais avec des conseils, j'ai pensé à écrire. Parce que je pense que les écrits valent beaucoup mieux. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la musique a besoin d'éducation avant d'être écoutée. Tout à fait. Champi Kilo, comment tu apprends déjà l'accident et ensuite le décès d'Arafat? Bon, on va remonter un peu dans le temps aussi. Ouais. C'était quand il a sorti l'album Renaissance, c'était en 2018. 2018, ouais. Voilà. Et quand il a enregistré, il y a des titres où il me faisait appel pour apporter quelques petites touches et tout. Et la dernière fois qu'on se voit, c'était le 30 décembre 2018. Le 30 décembre. Ouais. Il y avait le grand frère Eric Osseri qui avait organisé une soirée à laquelle il nous avait invités. Et on était là. Quand il est arrivé, tout de suite, quand il m'a vu, il a crié « Tchou, tu es là !» Il est venu tout de suite. Parce que c'était comme ça. À chaque fois qu'il me voyait quelque part, il se déplaçait à chaque fois. Et il est arrivé, on a commencé à bavarder de tout et de rien. Et puis après, je crois, il y a Baby Philippe qui est arrivé. Et Baby lui disait « Ah, c'est comment j'écoutais ton album, mais j'ai pas entendu Champi dessus. Qu'est-ce qui se passe et tout ?» Il dit « Non, Champi a travaillé, mais sauf qu'on n'a pas fait de titre en tant que tel. Et là, il y a une réédition. On doit faire en plus de titres, donc ne vous inquiétez pas. Champi va arriver. Ça tombe bien. Il faut qu'on fasse un titre où tu arranges, toi et Champi, et moi je chante et tout. » J'ai dit, mais ça va être de la magie et tout. Il dit, ouais, tu sais que j'aime toujours la magie, donc il faut qu'on fasse un truc que les gens n'ont pas. Et après ça, on ne se parle pas. Moi, je suis parti encore dans mes trucs. Et la dernière fois qu'on se parle, je crois, il était en clash avec qui sur les réseaux. Et je lui ai envoyé un message. Je dis, mais quand tu vas arrêter en fait d'à chaque fois te plaindre et tout, arrête un peu, concentre-toi sur le boulot. Il dit, ouais, tu as raison mon frère, t'inquiète pas. Je vais me concentrer sur le boulot. D'ailleurs, même je rentre à Abidjan là. Dès que j'arrive, on va se voir, on va faire un boulet. Je dis, oui. Et c'est comme ça, moi aussi, je crois que j'étais à Dakar. Et étant à Dakar, je reçois un message où il me dit, ah mon frère, je suis arrivé. Hein. Il m'a dit, ouais, viens à la maison, on va tuer un son tout de suite. J'ai répondu, j'ai dit, non, je ne suis pas à Abidjan, je suis à Dakar et tout. Quand je rentre, on va se voir. Et on ne s'est pas vu
Moi, quand je suis rentré, je suis tombé malade. Et la période où il est tombé, je crois que j'étais en convalescence. Et je crois, j'étais couché à la maison, je regardais un film. Et je parlais avec un grand frère, Maxwell, qui me dit, ouais, on parlait parce qu'il voulait me féliciter même pour le dernier son que j'avais fait pour Mewe. Donc, on parlait, puis à un moment, il dit, tiens, j'ai un autre coup de fil, ne bouge pas. Tac, il revient, il dit, mais ça va pas, il y a un truc qui vient d'arriver. Je dis, quoi? Il dit, ton frère, ça a fait un accident de moto, ça allait grave et tout. Je dis, ah ouais, il dit, ouais. Il dit, mais t'es où? Je dis, je suis à la maison, mais je peux pas bouger vu que je vais pas bien et tout. Il dit, bon, ok, je vais sur les lieux, puis je te transmets les infos au fur et à mesure et tout. J'ai dit, ok. C'est comme ça, je t'ai posé et je vais sur les réseaux sociaux pour voir un peu, vu que c'est là-bas que tout se passe aujourd'hui. Je vois les vidéos, mais quand j'ai vu comment il était couché là, j'ai eu un gros froid dans le dos. J'étais bizarre tout de suite. Et Maxwell m'a rappelé après, mais j'ai plus décroché. J'étais bizarre, comme si quelque chose était arrivé en fait. Et j'étais là, il y a un ami qui m'appelle également, qui me fait, c'est comme un champion, tu as vu ce qui se passe et tout. J'ai dit, ouais, mais je pense que ça va aller. En fait, il y a un truc qui me dit que c'est pas bon et j'essaie en fait de lutter avec, tu vois. J'ai dit, ouais, ça va aller, tu connais Arafat toujours en train de rouler à moto, ça va passer, t'inquiète pas. Mais t'inquiète pas, mais au fond, j'étais pas serein. Et c'est comme ça, le gars, il dit, mais toi, apparemment, tu m'en laisses sonner, hein, que t'es où? Je dis, je suis à la maison. Il dit, bon, attends, je viens vers toi, vu que je vis seul aussi. Donc, le gars, il arrive, on est posé, on bavade, et je suis pas bien. Je lui dis, mais tiens, toi, tu me dois un vin. Hein. Allons-y, on va boire le vin. Il dit, mais tu es malade. J'ai dit, non, je suis guéri, il faut qu'on aille boire un vin. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit, non, tu es malade, on ne peut pas. J'ai dit, si, il faut. Parce que je voulais tout de suite faire passer ce qui se passait. Voilà, oublier un peu. On allait, je vous jure que de 22h, 23h jusqu'à 6h, on est resté là à parler que d'Arafat. Et je disais même que ça, là, quand il va sortir de là... Sans savoir qu'il est encore... Voilà. Il allait mourir. J'ai dit, je suis sûr que quand il va sortir de là, il va arrêter ses histoires de moto. Et je te promets, quand il sort de l'hôpital, je suis sûr qu'il va m'appeler pour dire, Tchouchou, allons-y, on va tuer un son. Et comme ça, à 6h, on rentre. J'étais un peu sonné. Donc à mon réveil, je crois qu'il était 10h. Je me réveille, j'ai au moins combien 60 appels en absence. Et tac, il y a mon même poteau là, du soir là, qui m'appelle, qui me dit, ah, c'est gâté. Je dis, qu'est-ce qui est gâté? Il dit, je suis à la polyclinique, j'ai accompagné mon fils et tout, voir son pédiatre, mais ce que j'ai appris là, c'est pas bien et tout. Je dis, c'est quoi tu as appris? Il dit, ah, ton ami est parti. J'ai dit, non, toi tu racontes quoi? C'est pas possible. DJ ne peut pas partir. On me dit, s'il est parti. J'ai dit, non, il ne peut pas partir. Et c'est comme ça que je raccroche. Je vais sur les réseaux sociaux, je vais sur le compte du ministre, je vois qu'il a posté une photo sans même un commentaire. J'ai dit, ah là, c'est chaud. Je vais pareil sur le compte du grand frère Moula. Je vois aussi qu'il a mis un commentaire qui laisse entendre aussi des choses. Là, j'étais, on va dire, tout s'est effondré autour de moi en fait. Mais je ne croyais pas au fond de moi, je me disais non, c'est pas possible. Et encore, j'ai commencé à me balader comme ça. En fait, je cherchais un réconfort dans tout et dans rien, on va dire. Et je vais sur le compte de DJ Diamix, un gars qui était très proche aussi de DJ Arafat. Je vois qu'il a mis un statut, il dit ouais, voilà, il s'est réveillé, mais tout de suite j'ai commencé à faire la fête à la maison. Ah ouais. J'ai commencé à sauter, j'ai dit voilà, il est réveillé. Et j'appelle mon pote, je dis toi il est bâti, il est réveillé, va regarder sur les statuts, tout le monde dit qu'il est réveillé. Et je vois même il y a des gars qui étaient à la polyclinique qui faisaient des vidéos, ouais il est réveillé, le Dash est réveillé. J'étais tout content. Et je ne sais pas c'est qui m'appelle encore, qui me dit ah, ton gars est parti, c'est confirmé, il est parti. Et vu que c'était une sourcieuse, je ne pouvais plus me faire d'idées. Voilà, j'ai accepté ça comme je pouvais accepter. Je me suis enfermé chez moi, pleuré comme never. J'ai pleuré comme jamais. Mais difficile d'accepter, je me dis toujours, c'est un rêve, c'est un cauchemar que je suis en train de vivre. C'est... Aujourd'hui, un an, jour pour jour, est-ce que vous avez finalement fait le deuil de votre ami?
c'est compliqué, c'est compliqué. J'ai du mal à réaliser, vu que très souvent, on tombe toujours sur un son qu'on a fait pour Arafat ou bien un son d'Arafat. Quand on écoute, c'est comme s'il était là, en fait. Et difficile de réaliser, en tout cas pour moi, difficile de réaliser encore. Mais quand je vois tout ce qui se passe autour aussi, tu te dis, ouais, mais... Bon, après, c'est dans la tête, quoi. C'est dans la tête. Ariel, et toi? Ouais, moi, il faut dire que je me suis résolu à vivre avec, on va dire. Voilà, vivre avec, quand on sait la personne, quand on connaît ce qu'il a apporté pour la musique. Je me dis qu'il faut, c'est pas seulement une histoire de deuil, ou faire le deuil, pas faire le deuil. Voilà, il y a une autre manière pour moi de lui rendre hommage. C'est de se forger, en fait, et de continuer, en fait, le travail qu'il a tant voulu réunifier de façon bien. Voilà, pour moi, c'est la seule chose. Donc, j'aime pas cette expression-là. Est-ce que tu as fait ton deuil? Est-ce que tu n'as pas fait ton deuil? On va toujours penser à DJ Arafat. Donc, moi, personnellement, pour moi, je ne vais pas faire mon deuil. Je vais vivre avec et accepter le fait qu'il soit parti. Mais de là où il est, en fait, je sais au moins qu'il voit beaucoup de choses. Voilà. En tout cas, merci infiniment pour ces témoignages tout aussi édifiants que poignants. Porter à l'attention de nos téléspectateurs, à notre attention. On est un peu sonné d'avoir entendu tout ceci, d'avoir vécu tout ceci avec vous. La dernière question sera celle-ci. Quelle est l'image que vous souhaiteriez qu'on garde d'Arafat DJ? Arafat, on va dire le guerrier, celui qui ne recule devant rien, acharné au travail comme dans tout ce qu'il fait. Voilà, ces exemples-là qu'on doit suivre plus ou moins. Ne jamais abandonner, travailler, quel que soit ce qui arrive. Foncer. Lui-même, il disait tout le temps, on ne va jamais abandonner, on ne va pas baisser les bras. On va toujours taper dedans. Et puis ça va sortir un jour. Donc voilà, c'est cela que j'aimerais qu'on adopte tous. Voilà, ne jamais abandonner, persévérer. Travailler surtout. Le standard de la 3 est full, ça crépite de partout, ça n'arrête pas. Permettez-nous de prendre ce dernier téléspectateur, mais fait-on dire qu'il y a une question à poser à un de nos invités. On va d'ailleurs l'écouter. Bonjour la team PPLK, j'ai une question pour Ariel Chéné. J'aimerais savoir quel est le plus beau souvenir qu'il garde de DJ Arafat Benchika. Le plus beau souvenir que tu gardes d'Arafat? Le plus beau souvenir, c'était mon tout premier trophée. Oui, c'était Award Coupé Décalé. C'est Award Coupé Décalé. Oui, c'était mon plus beau souvenir parce que ce jour-là, il m'a regardé. Quand j'ai pris le prix, on a fini la cérémonie, tout ça dans la voiture, il m'a regardé, il m'a dit « Je suis fier de toi ». C'était bizarre, mais c'était bizarre que Arafat me dise qu'il est fier de moi parce qu'il ne m'avait jamais dit ça avant. Franchement, ouais, ton son est bon, ouais, ça tue, mais je suis fier de toi, c'était fort pour moi. Je gardais ça et je pense que c'est ce qui est dans mon cœur. Voilà. Et c'est cette image qu'on va garder de l'homme tout aussi généreux, tout aussi altruiste. Mais avant de conclure, rappelons que ce soir, de façon exceptionnelle, la Grande Team démarre à 19h au lieu de 20h30. À 20h50, la 3 et TV d'Orange vous propose en exclusivité un documentaire retraçant les derniers moments de la vie de DJ Arafat. Merci Champi Kilo. Merci infiniment à Ariel Chéné d'être passé sur notre plateau. Merci à vous également, Hervé Souvoni, Annie France, Eunice Zounon. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'hommage continue sur les antennes de la 3. Et d'ailleurs, applaudissez, il n'est pas mort.